Est-ce que tu as bien clapé cette fois, même si c'était de côté? J'ai bien clapé. Non, mais j'ai poussé mon micro en fait. Ça, Ah ouais, c'est malin. habile, hein. Salut Maillot, Salut Daoro. qu'est-ce que tu bois aujourd'hui? Comme d'habitude, quasiment, je bois un long gin en ce moment. C'est soit long gin, soit dong tea la plupart du temps. De très bons choix, hein. Les Donkey, vraiment j'aime beaucoup ça, c'est énormément de goût. C'est difficile de les rater et de les faire agressifs, je trouve. Donc c'est assez agréable comme thé courant un peu que tu peux oublier en fait finalement. Et il a infusé pendant 25 minutes et puis bon c'est bon, il est toujours à peu près bon. Et toi du coup, qu'est-ce que tu bois? Alors c'est une nouveauté, je voulais boire un thé vert, donc j'ai ouvert un paquet de thé vert, et là je découvre que les feuilles de thé sont très noires, parce que c'est un thé vert mais qui a été torréfié. J'ai pas fait gaffe en prenant le paquet. C'est un Ujicha, Ah, thé vert torréfié qui vient du Japon. Très bon goût, c'est assez intéressant parce que ça a la douceur et la finesse d'un thé vert, mais en fait il a quand même la force d'un thé noir. Très bonne surprise, je m'attendais pas du tout à ça en ouvrant le paquet, mais c'est très très bien. Je suis très content. de quoi on va parler aujourd'hui? Pendant le premier confinement, il y a eu pas mal d'injonctions un peu sociales à la productivité puis à la performance qu'on a pu voir fleurir sur les réseaux sociaux. Ah, c'est bien, on va être confiné, tout ça, moins de travail parce qu'on peut pas aller travailler. C'est donc le moment de faire plein de choses à la maison. Il faut apprendre une langue, faire les nettoyages de printemps complets à fond. Puis on va aussi pouvoir enfin faire du pain, de la peinture, et enfin tout ça. Alors que peut-être que pour plein de gens, c'était une période compliquée. Donc en plus, d'imposer cette pression-là, c'est dur, quoi. Ouais. Je me suis dit que ce serait peut-être bien qu'on parle un peu de cette pression à être toujours plus performant, toujours plus productif. Qu'est-ce que t'en penses peut-être, toi, en introduction de tout ça? C'est un discours qui est ambiant depuis très longtemps. C'est vrai que pendant le premier confinement, ça a été fortement exacerbé. Il y avait aussi toutes les logiques de gens qui continuaient de travailler des heures normales, mais qui n'avaient plus besoin, par exemple, de se déplacer. Et donc, il y avait toute cette logique de dire, l'heure de déplacement que tu viens de gagner, tu peux l'allouer dans plein d'activités, plein de choses en plus à faire. Alors que pour une majorité de la population, c'était aussi être obligé de donner des cours à ses enfants. Ce premier confinement, pour ça, était presque l'un des pires. Absolument tout, du jour au lendemain, était fermé, et en incluant toute l'éducation des enfants en plus, et avec des gens qui se retrouvaient du jour au lendemain à faire du télétravail, sans avoir aucun entraînement préalable. Tout ce contexte faisait que ce genre d'injonction était quand même assez mal placé. Sans compter en plus le simple fait qu'il faut gérer émotionnellement, mentalement, le fait qu'on soit dans une pandémie, parce que c'est quand même dangereux, donc mentalement on peut perdre des proches, enfin il y a tout ça qui a fait que c'est une discussion qui a apparu, et puis pas mal de gens aussi qui sont un peu levés contre ça, à justement dire non, c'est normal aussi d'être moins productif, c'est normal de vouloir prendre du temps pour soi, c'est normal de pas vouloir continuer son travail à 100%, etc. Je trouve que c'était très révélateur de justement cette pression un peu à toujours faire des choses qui fait que tout le côté oisiveté et par extension un peu le repos en fait, c'est assez mal vu. Peut-être quand même qu'on différencie l'oisiveté et le repos et la paresse aussi. Tout ça, c'est des choses qui sont un peu différentes. Il y avait une vidéo de Manon Bril, pourquoi c'est mal vu de glander. Elle donne quelques définitions. Alors, l'oisiveté, c'est l'état de quelqu'un qui vit sans travailler ni avoir d'occupation permanente. La paresse, c'est le goût de l'oisiveté et donc d'être révulsé par le travail. Donc on peut être oisif mais sans être paresseux. On peut se reposer sans être paresseux non plus. Oui. On associe dans les sociétés actuelles le fait que si on se repose, c'est considéré comme étant de la paresse, alors qu'en fait, pas du tout. C'est totalement amalgamé en fait. On en avait un tout petit peu parlé au tout début du podcast, où on dit qu'on fait un podcast sur la productivité avec des guillemets. L'une des choses qu'on disait, c'est que notre but, c'est pas spécialement de promouvoir des choses du type quand t'es aux toilettes, dépile un peu 2-3 emails, comme ça c'est fait. L'une des idées pour nous, c'était vraiment de dire, est-ce qu'on peut dans notre journée de travail faire absolument tout ce qu'on a besoin de faire, mais ensuite dégager le week-end après le travail pour se reposer, voire être oisif. Et puis aussi un peu travailler mieux
pour au final travailler moins. C'est-à-dire tout ce travail qu'on pourrait faire qui est complètement inutile, qui ne sert à rien pour faire avancer les choses, de pas le remplacer pour faire plus, mais de le remplacer pour faire autre chose, pour être mieux et pour être aussi après finalement plus efficace sans se tuer à la tâche en fait. Toutes ces injonctions mènent aussi au fait qu'on n'a plus vraiment de vrai repos. J'utiliserai un repos dans le sens, c'est dans Digital Minimalism de Cal Newport, où il différencie le repos de certains loisirs. Lui définit l'état de repos dans un état où on n'a pas d'entrée externe, mais on produit quelque chose non productif dans le sens pas du travail salarié, plus une production du type création, fabriquer un meuble en bois, je sais pas, peindre. Dans ces loisirs, on peut faire une activité qui est désintéressée. Faire de la photographie pour juste le plaisir d'en faire, c'est une activité quand même. C'est juste qu'on va pas en vivre, par exemple. Et lui, la distinction qu'il fait, c'est que par exemple, écouter un podcast, ça va pas forcément être du vrai repos parce que c'est encore une position dans laquelle on est constamment en train d'absorber de l'information extérieure au lieu de créer en interne de l'information et de la sortir dans le monde, en fait. De son point de vue, le type de repos, un peu d'activité désintéressée, c'est le plus reposant. Parce qu'on coupe en fait cette connexion constante qu'on a avec l'extérieur qui est souvent très liée au travail où on va travailler et puis il va y avoir un chat et puis il va y avoir des choses à faire parce que le client a des besoins qu'il faut résoudre. Il y a souvent une nécessité d'avoir une entrée d'informations de l'extérieur et puis ensuite de produire quelque chose. Mais lui, ce qu'il dit, c'est qu'on a abandonné le vrai repos et voire même le repos où on fait juste rien du tout. Parce que ça aussi, c'est des moments qui sont utiles, c'est des moments où le cerveau en fait fait des choses en continu. Ouais. Dans la vidéo que tu citais, elle c'était un peu c'est la culture protestante, non, qui est principalement orientée travail. Tout à fait. On doit travailler maintenant pour se reposer plus tard. Il y a vraiment une philosophie pro-travail qui émerge avec la réforme. Le travail, ça va nous permettre d'améliorer notre sort. On va pouvoir devenir mieux en travaillant parce que le temps qu'on passe à travailler, ça génère de l'argent. L'argent va répondre à nos besoins. Nos besoins vont être satisfaits grâce à ça. Donc, le temps, ça devient vraiment une valeur importante si c'est utilisé pour gagner de l'argent. Et la paresse, ça va pas générer de l'argent, donc ça devient très mal vu. Ce qu'elle soulignait ensuite, c'était aussi le fait que ça, c'est valable que si t'es pauvre, en fait. Parce que quand t'es riche et rentier, tu es oisif, mais c'est pas grave, parce que t'es riche. Il y a effectivement ce deux poids deux mesures de oh là là, tu es pauvre, c'est certainement parce que tu fais rien, alors que si tu es riche, c'est vachement bien de rien faire parce que tu as le luxe de ne rien pouvoir faire. Ce qui est encore quelque chose qui est courant aujourd'hui. Hein. C'est pas gênant, tous ces gens qui ont plein d'argent qui font rien de leur journée. Ça pose aucun problème, alors que tous ces gens qui font rien de leur journée, mais qui sont à l'aide sociale, oh là là, mon Dieu. C'est quelque chose qu'on a vraiment, qu'on a gardé en fait de cette époque et l'impact de cette philosophie pro-travail qui est toujours présente, alors qu'on pourrait s'imaginer qu'on a un peu plus de recul sur tout ça. Dans sa vidéo, Manon Bril citait la notion d'osium dans l'Antiquité, une distinction sociale qui est restée dans toute l'histoire, comme activité de l'élite. Leur oisiveté féconde, ça leur permet de penser. Mais que justement, ils peuvent se permettre de penser parce qu'ils n'ont pas besoin de gagner de l'argent en allant, labourer des champs ou construire des voitures. Voilà, et donc tu peux réfléchir à des problèmes de philosophie, mathématiques, sans avoir à rien gérer. Parce qu'il y a d'autres gens qui vont gérer pour toi. Surtout à l'Antiquité où les grands philosophes, les grands mathématiciens, l'esclavage était quand même très courant à l'époque. Et forcément, si tu n'as pas besoin de faire à manger, t'as pas besoin de pointer tous les jours au boulot, puis ensuite d'avoir peut-être que 3-4 heures pour toi pour commencer un peu à réfléchir. Cette oisiveté féconde, ce qui est intéressant, c'est prouver scientifiquement que quand tu ne fais rien, ton cerveau, lui, il ne fait pas rien. Il fait plein de connexions dans tous les sens. Le cerveau a deux manières de fonctionner. Il a une manière de fonctionner où il se focalise sur quelque chose. Et donc, il y a une toute petite partie de ton cerveau qui travaille intensément. Si tu essaies de résoudre un problème de mathématiques, par exemple, quand tu vas être dans la phase où tu vas lire l'énoncé, commencer à vraiment réfléchir intensément, tu vas être dans cette phase de focalisation. Mais ensuite, si tu arrêtes de travailler, si tu vas marcher dehors, ce qui se passe, c'est que ton cerveau, il passe dans un mode où il va balancer de l'information à travers tout le cerveau, finalement, et créer des nouvelles connexions, des nouvelles idées qui vont émerger. Et en fait, cet osium de l'Antiquité, c'est quelque chose
on sait qu'il fonctionne et c'est ce qui fait que beaucoup de grands auteurs, grands chercheurs, on va dire pré-Renaissance ou même à l'époque de la Renaissance, ne travaillaient pas longtemps chaque jour. 4 heures, 5 heures, c'est souvent assez régulier que ce soit ce type de temps de travail qui soit énoncé pour ces personnes-là. Et ensuite, c'était une oisiveté où on allait marcher, on allait discuter avec des gens pour réfléchir, balancer des idées, on allait prendre du temps avec juste un carnet et rien d'autre. C'est ça qui crée cette capacité à créer de nouvelles grandes idées finalement. Pour avoir un peu des sources aussi pour étayer tout ça. Claudia Hammond, qui est une autrice qui a écrit The Art of Rest, donc l'art du repos, en parle un petit peu, entre autres dans un podcast, pour dire qu'effectivement, quand on se repose pendant un certain temps, des études en neurologie là, se sont rendues compte qu'après quelques minutes de repos, le cerveau devient super actif pour justement, comme tu disais, faire des liens, faire des connexions, faire du ménage aussi un petit peu en termes de mémorisation et ce genre de choses-là, et que c'est extrêmement bien justement de se reposer. Même une pause de 15 minutes, qui est du coup assez courte, hein, ça a déjà de nombreux bénéfices. Il n'y a pas besoin de se reposer pendant 5 jours à rien faire. Non. C'est pour ça que plein de gens ont des bonnes idées sous la douche, parce que c'est encore un peu le rare moment où on n'est pas en train d'avoir des informations extérieures en continu, on n'est pas en train de se focaliser sur quelque chose de précis, on est juste sous la douche, et du coup le cerveau passe dans ce mode de réflexion, et bam, des idées. C'est aussi pour ça que, d'un point de vue des employeurs, d'essayer d'interdire un peu les pauses café ou de chronométrer les pauses pour aller aux toilettes, par exemple, c'est limite contre-productif parce que c'est des petits moments comme ça qui permettent de faire des mini-pauses de 5-6 minutes qui vont déjà aider. Elle mentionne aussi, Claudia Hammond, quelques conséquences de ne jamais se reposer. La moitié des absences maladie au travail, d'après elle, sont dues au stress. Je sais pas quel pays est concerné comme ça, mais j'imagine que c'est un petit peu général dans le monde occidental. Donc si on imagine qu'il y a autant d'absences au travail dues au stress, un des meilleurs moyens de lutter contre le stress, c'est encore de se reposer. Ouais. D'autres conséquences du manque de repos, le risque d'accident va augmenter. Si on est fatigué, forcément, on est peut-être moins attentif. Il va y avoir aussi plusieurs problèmes mentaux. La pression cardiaque va augmenter. Il y a des difficultés de mémorisation, une chute de concentration. Au final, tout ça, c'est un peu une baisse de la productivité. De vouloir dire non, il faut travailler de plus en plus en nombre d'heures. Si c'est pour travailler de manière très peu efficace, ça sert absolument à rien. T'avais, toi, un exemple dans ta vie, justement, où t'avais réduit ton temps de travail et finalement, tu faisais exactement la même chose. Je travaillais 5 jours par semaine et je suis passé à 4 jours par semaine, donc l'équivalent de 35 heures de travail à peu près. C'était très bénéfique pour mon employeur, je pense, parce qu'il me payait moins. La quantité de travail que je faisais derrière a quasiment pas changé, alors que je travaillais un jour de moins. Parce qu'il y avait une qualité de vie pour moi d'avoir plus de temps. J'avais un week-end de 3 jours. Je travaillais pas le vendredi, donc vendredi, samedi, dimanche, c'était mon week-end. Et c'était mais tellement agréable. Toi aussi qui as des horaires un peu à temps partiel pour ton travail salarié, des horaires qui sont aussi un peu flexibles et différenciés. Comment tu vis tout ça Là, je suis un peu dans des situations où je fais vraiment trop de choses. Ah bah c'est un bon contre-exemple du coup. Le travail que je devrais faire tiendrait largement dans mon temps partiel. Ouais. Le problème, c'est qu'évidemment, les conditions ne sont pas idéales. Il faut dealer avec le passé. Mon travail, du coup, c'est gérer l'infrastructure informatique de l'entreprise. Et cette infrastructure, elle a un historique. Du coup, elle a grandi un peu en fonction des besoins, un peu à l'arrache certaines fois. Et maintenant, en fait, il faut un peu nettoyer tout ça pour essayer d'arriver à quelque chose d'un peu plus maintenable facilement. Je vois le fait que à terme, je pourrais travailler même moins pour maintenir cette infrastructure, mais pour l'instant, il y a encore énormément de travail à fournir pour arriver dans cet état-là. Ouais. Et je sens qu'on est un peu là dans une phase charnière où c'est un peu les 20 derniers pourcents qui prennent 80% de ton temps. Du fait que tu travailles quand même à temps partiel, que tu as des horaires flexibles où tu peux dire là je vais travailler un peu plus parce qu'il faut que je travaille un peu plus, mais là je peux travailler un peu moins parce qu'il y a un peu moins à faire. Est-ce que tu sentirais une différence si tu devais travailler 42 heures par semaine à coup de 8 heures par jour Pour moi, ce serait même pas soutenable. J'ai pris l'habitude de, quand j'avais ce temps libre, de pouvoir en faire un peu ce que je veux et de me dire, si la semaine d'avant j'ai fait des heures supplémentaires parce que justement c'était un moment donné où il y avait une urgence quelconque et il a fallu qu'on travaille un peu plus, je vais pouvoir rattraper ça très rapidement, juste la semaine d'après, et donc peut-être ça va me libérer une après-midi par exemple. Dans ces après-midi-là, j'ai la flexibilité de, j'ai envie d'explorer ça, je peux le faire. J'ai tellement cette habitude que, à moins que mon travail ce soit un travail vraiment d'exploration, je pense que là, ça serait possible. Mais pour l'instant, j'ai l'impression que
Les fois où je suis passé à 80% pendant un certain temps officiellement, parce que là, on savait qu'il fallait vraiment fournir beaucoup plus de travail, ça a été quand même des choses qui ont été très, très, très fatigantes, mentalement surtout, parce que j'ai perdu un peu cette flexibilité. C'est un peu négatif aussi, dans le sens où le jour où je me retrouve à être obligé de le faire, pour, je sais pas, peut-être des raisons économiques quelconques, là, ça risque d'être compliqué, je pense. C'est effectivement un gain de qualité de vie qui est incroyable de pouvoir avoir cette flexibilité-là dans ses horaires, de pouvoir compenser quand on a travaillé plus un certain moment, quelques temps après de pouvoir travailler moins pour récupérer. C'est un fait, je pense, des gens qui sont plus heureux, finalement, ils vont aussi travailler mieux. Pour pouvoir être heureux, il faut aussi avoir cette possibilité de récupérer. Est-ce que c'est quelque chose que tu ressens, toi, comme ça Ou à l'inverse, si tu n'avais pas ce privilège-là, est-ce que tu serais mentalement dans un état mauvais et que tu n'arriverais pas trop à faire le même travail que tu fais aujourd'hui, quoi, en termes de quantité, je veux dire. Mais je pense que là, si je passais à 100%, je ne ferais pas plus dans mon travail salarié finalement. Et ça coûterait plus cher à ta boîte. Et ça coûterait plus cher à ma boîte. Par contre, ce qui s'est passé, c'est que même si, bon, là, on parle de ces injonctions à la productivité et on en parle un peu en essayant de les déconstruire, mais malgré tout, on n'est pas... Moi, mon thème avec créativité et repos, c'est créativité et repos pour une raison, c'est que justement, c'est pas quelque chose que je fais. Donc même si là, on discute de tout ça un peu en tentant de déconstruire un peu les choses, on n'est pas du tout dans... Enfin, je trouve, et je pense que c'est pareil pour toi, on est dans un état où quand même, dans notre temps libre, on a constamment en arrière de notre cerveau de dire « Ah, mais il faudrait que je fasse un truc un peu productif, il faudrait que blablabla. » Du coup, j'ai l'impression que je m'inflige un peu cette pression parce que je l'ai assimilé depuis mon existence quasiment. Il y a vraiment cette association entre repos et culpabilité ou bien repos et frustration. Et c'est un peu pour ça que j'ai du mal à répondre à ta question précédente sur l'avantage que j'ai à bosser à 60%. Oui, donc mon gros avantage, moi, c'est cette flexibilité, cette capacité de dire, là, je travaille pas, puis j'ai ça qui m'intéresse là tout de suite, je peux aller voir ce que c'est. Par contre, en arrière-plan, j'ai constamment le fait, ah, mais tu devrais bosser sur, je sais pas, un produit pour gagner de l'argent en plus, blablabla, ou, ah oui, mais ça, au boulot, ça serait intéressant quand même de le pousser un peu plus quand même. Voilà, j'ai cette espèce de discours mental dans la tête, tu vois. Je trouve pas qu'en ce moment, j'ai un bénéfice en termes de repos à bosser officiellement que à 60%. C'est marrant parce que je viens de ce que tu racontes. J'étais dans cet état-là il y a quelques années, pas si lointaines que ça. Je pense que j'ai un petit peu changé et que j'ai accepté que pour que je puisse faire des choses, il faut que je repose mon esprit. Pour définir un peu le repos physique, mais aussi le repos de l'esprit, c'est quelque chose qui doit être choisi, qui va être temporaire. Donc on va pas se reposer pendant 25 ans, ça peut des fois être quelques heures. Donc le repos, quelque chose de choisi, de temporaire qui va permettre de récupérer. Avant, j'avais ce côté de il faut que j'utilise mon temps à produire des choses, à créer des choses. Tiens, je veux peut-être faire un petit peu de musique parce que ça m'intéresse, ou il faudrait que j'apprenne le japonais, ou que ce soit des choses entre guillemets utiles. J'avais l'esprit constamment occupé par ça, j'étais fatigué et je faisais rien. Ou alors je le faisais très peu, ou alors en le faisant, mais du coup ça devient pas un repos parce que t'as constamment ça en tête, en arrière-plan. Et finalement, j'ai quand même réussi à me rendre compte de ça. Quand j'essayais de faire des choses, même de loisirs, mais qui a un résultat derrière, je me rendais compte que ça amenait à pas grand-chose finalement. Donc j'ai dit, quitte à perdre mon temps, entre guillemets le perdre, mais quitte à perdre mon temps autant que je le perde vraiment et que je récupère. Stop la culpabilité. Très bien, je vais m'allonger dans un canapé à rien faire, à écouter de la musique ou à regarder des séries, mais sans culpabiliser de le faire. Si j'ai du temps libre, au lieu de dire non, je vais absolument essayer de faire de la musique ou d'apprendre le japonais, non, je vais peut-être sortir marcher. Ouais. Alors ça a pris quelques semaines, mais depuis que je fais ça, mais je fais tellement plus de choses en faisant moins, mais du coup je les fais mieux. Je pense que le bullet journal m'a aussi aidé là-dessus, de faire la liste de toutes les choses que je voulais faire et de tracer toutes celles où finalement si je les fais jamais ça va rien changer. Je les ai plus en tête et c'est vrai que ça m'a libéré de l'esprit. On en parlait dans le podcast sur mon thème, où je disais que j'avais repris un peu la peinture de figurines. Là, depuis 1 mois et demi, j'ai pas du tout touché. Le fait que je le fasse pas, je me suis auto-mis une pression sur ce loisir qui dit « Ah, mais tu devrais faire ça, tu devrais peindre un peu, et puis ensuite on pourrait faire ça, et puis machin. » En plus de ça, j'ai instantanément souvent dans ma tête des choses du type « Ah oui, donc comme ça tu pourras faire des photos, et puis après tu feras des tutos sur YouTube, et puis après tu feras... » Et en fait, j'ai constamment cette espèce d'injonction à faire en sorte que ce loisir devienne presque mon travail, sauf que du coup c'est plus un loisir.
Tu pourrais effectivement le faire juste pour le plaisir de le faire. Et c'est ça qui est reposant. Dès que ça devient un but de et puis je vais ouvrir un Patreon, et puis machin, là on commence à, à partir dans le travail, on commence à repartir dans ces réflexions, on repart sur la pression à la productivité, et du coup il faut que je peigne 3 heures par jour, et puis c'est plus un loisir, quoi. J'ai énormément cette dynamique qui se met en place, mais instantanément. Même si je pense à une idée de quelque chose, j'y pense, j'ai même pas commencé le loisir en question, que déjà c'est ah ouais, je vais prendre un nom de domaine, machin. Enfin, mon cerveau a tendance à partir très 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 vite, très 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 loin. J'ai encore beaucoup de mal à gérer ça, ouais. Je sais pas ce qui a fait que j'ai eu le déclic de déculpabiliser ça. Je te souhaite vraiment de l'avoir une fois, parce que c'est assez libérateur de non, ouais, je vais juste faire ça pour le faire, point. Je ferme pas la porte de s'il se passe quelque chose derrière, peut-être. Au moins, ça me bloque pas pour faire l'activité, quoi. Je vais juste faire l'activité pour elle-même et pas pour tout ce qu'il pourrait y avoir derrière. Parce que je me rends bien compte que de toute façon, je le faisais pas. Le bullet journal aide un peu sur ça, parce que sur ces histoires, justement, régulièrement, quand je relis certaines notes, je revois un peu ces schémas de pensée, et surtout j'écris en prenant le recul, en disant bah voilà, j'ai constamment ces pensées-là, en les déconstruisant un peu finalement, et je sens que ça aide lentement mais sûrement. Maintenant, j'ai un peu plus des mécaniques qui se mettent en place, du type où je vois ces schémas de pensée, non pas je les arrête, mais je me fais pas emporter par ces schémas de pensée. Ne pas se faire emporter par ça, c'est la clé, parce qu'elles seront toujours présentes, et puis c'est bien parce que c'est des bonnes idées finalement, parce que c'est vrai que vivre de ma créativité ou autre, c'est quelque chose qui me plairait beaucoup. Le problème, c'est que là, tout de suite, ça n'aide pas. Ouais. Et c'est avoir ce recul pour justement, comme tu dis, être un peu libéré de tout ça. Mais moi, c'est un processus qui est lent. Je lis plein de choses de gens qui ont, du jour au lendemain, ont utilisé un bullet journal et puis ça a changé leur vie, etc. Je sais pas si c'est mon cerveau qui est comme ça et que du coup, c'est pour moi un processus qui est plus long. Des fois, c'est du coup un peu frustrant aussi via ça. Enfin, ça aide pas, quoi. La manière dont je l'ai dit tout à l'heure, ça fait peut-être croire que ça m'est arrivé un peu du jour au lendemain, voilà. Le déclic lui-même, il est peut-être arrivé du jour au lendemain, mais la réflexion pour arriver au déclic, ça a certainement duré des années. Oui. Mais il a fallu tout le temps avant d'augmentation progressive. En fait, il y a un moment où je me suis dit qu'il fallait que je fasse un peu plus d'exercice et où je me suis mis à me forcer un peu à sortir et à aller marcher, à prendre 5, 10, 15 minutes pour le faire et pas de le faire forcément en fin de journée, hein. Ça pouvait être au milieu de la matinée. Allez, je fais une pause, je vais marcher un quart d'heure. Au début, j'avais un peu de la culpabilité à prendre un quart d'heure pour faire ça. Et après quelques temps, je me suis rendu compte des bénéfices de passer un quart d'heure à ne pas être devant mon écran, à ne pas faire des choses concrètes, mais en revenant, en étant un peu reposé, je les faisais de manière tellement plus efficace que je crois que c'est ça aussi qui a dû participer un peu au fait que je me rende compte que si me reposer, c'est bien en fait. C'est aussi des choses que maintenant j'ai un peu pris le réflexe de l'écrire, de dire depuis 3 jours j'ai bien dormi en me couchant à 10 heures, en faisant des bonnes nuits de 9 heures, et je vois la différence. Et du coup, oui, c'est quelque chose que je me rends compte, mais c'est quelque chose où, dans les mondes de start-up ou autres, c'est un peu le overnight success, donc le succès du jour au lendemain, mais en fait, il y a 10 ans de préparation pour que ce soit un succès du jour au lendemain. C'est ça. Et c'est toujours comme ça, et c'est quelque chose que... il faut gérer cette partie qui est la partie, il faut avancer pas à pas, très lentement, très lentement, très lentement. Et au bout d'un moment, on aura le overnight success, quoi. Dans le podcast, Claudia Hammond listait quelque chose reposante. C'est basé sur une étude qu'elle a faite où il y a vraiment, je sais plus, mais des dizaines de milliers de personnes qui ont répondu de nationalités différentes. Donc c'est assez vaste, hein. Pour faire une différence, se reposer, ça veut pas forcément dire ne rien faire, parce que pour certaines personnes, faire du vélo ou bien faire du jardinage, c'est quelque chose de reposant. Ouais. Les 10 choses les plus reposantes, du moins reposant au plus reposant, en 10e position, des choses liées à la méditation et à la pleine conscience. Ensuite, on a des choses comme regarder la télévision, rêvasser, prendre un bain chaud, aller marcher, ne rien faire en particulier. Alors, il y a quand même une différence entre rêvasser et ne rien faire en particulier dans ce que les gens ont dit, mais là, j'avoue que pour moi, c'est pas très très clair. Dans le podcast, elle disait pas que ne rien faire en particulier, c'était faire un peu les choses qu'on avait sous la main, mais sans avoir de but ou quelque chose comme ça. Un peu de ménage, un peu de ce type d'activité, quoi, qu'on considère souvent comme non productive. Ce qui est effectivement différent de rêvasser, regarder par la fenêtre, le menton posé sur la main, quoi, effectivement. Autrement, on a encore donc écouter de la musique, être seul,
C'est marrant, être seul, c'est une activité reposante. Donc ça inclut que pour beaucoup, les gens sont du coup constamment entourés de stimulation d'autres gens. Du coup, ça les repose d'être tranquille tout seul. Ouais. Qui est en troisième position donc. En deuxième position, on a passé du temps dans la nature. Et en première position des choses reposantes, on a lire. Est-ce que toi, dans tout ça, il y a des choses que tu fais pour te reposer? Passer du temps dans la nature, souvent je le fais en allant marcher en fait. J'ai la chance d'avoir une forêt juste à côté de chez moi, donc en 10 minutes, je suis vraiment dans la nature. Ça, je pense que ça fait partie des choses les plus reposantes que je puisse faire. Si j'y vais sans musique, c'est pas aussi reposant d'aller marcher dehors avec de la musique que d'aller marcher dehors sans musique du tout. Ça, c'est marrant. Au début, quand je sortais marcher, je mettais un podcast sur les oreilles parce que il faut que ce soit du temps bien investi. Pareil aussi, ouais. Maintenant, quand je vais marcher, soit je mets pas de musique du tout, soit éventuellement je peux mettre des choses, mais alors c'est plutôt des musiques calmes, un peu ambient, ce genre de trucs-là. Je vais peut-être pas mettre de l'électro ou du hard rock agressif. Voilà. Quand j'habitais à Fribourg, j'allais très souvent dans un espace de coworking pour travailler. Je marchais très régulièrement le matin, le soir, une trentaine de minutes. Ça me forçait à sortir et ça incluait la marche et le fait de sortir. Alors là, c'est des phases qui sont très reposantes parce que on a l'automatisme de regarder à droite à gauche quand on passe une rue. On a l'automatisme du trajet. Je prenais à peu près toujours le même trajet tout le temps. Tu peux être un peu perdu dans tes pensées, quoi. Voilà, et tu peux être perdu dans tes pensées. Comme c'était en ville, j'avais tendance quand même à écouter souvent de la musique. Parce que bon, le bruit des voitures en continu, c'était pas non plus l'idéal, donc j'écoutais assez souvent de la musique, mais malgré tout, c'est suffisant. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'avoir une forêt à 3 minutes pour pouvoir se reposer. Je recite Digital Minimalism de Cal Newport, il en parle, il me semble aussi. Il dit qu'il y a eu des études sur ça. Alors c'est plus reposant d'être dans la nature apparemment, mais le simple fait de sortir, aller marcher et d'avoir ce cerveau qui se déconnecte, même si c'est en ville, c'est déjà un gain énorme en fait. Quand j'ai pas de temps et que je sors juste 5 minutes pour faire le tour du pâté de maison, eh ben c'est mieux que si j'étais pas sorti, quoi. Ça serait à mon avis l'une des choses les plus reposantes avec peut-être la méditation. Donc ce serait pour toi hein, aller marcher dans la nature et méditation, quoi. Ouais. Est-ce que tu fais d'autres choses aussi? Écouter de la musique, c'est quelque chose que je fais assez régulièrement quand je vais prendre un bain. Lire, c'est aussi intéressant parce que je pense que ça dépend de ce qu'on lit. C'est sûr que si tu vas lire, je sais pas... Ouais, un livre pour apprendre un langage, par exemple, je sais pas, ou quelque chose de ce type-là, c'est pas du repos. Elle en parlait un petit peu dans le podcast et elle avait tendance à dire que pour certaines personnes, lire pour se reposer, c'était par exemple uniquement de lire des fictions, alors que pour d'autres, non, pas forcément, quoi. Dans mon cas, c'est ça, hein. Ce qui me repose le plus en lisant, c'est la fiction. Mais ouais, je pense que c'est un peu les choses principales. Ça fait longtemps que je rêvasse plus. Peut-être qu'il faudrait que je refasse plus. Et comme tu disais là, juste avant, sur l'exemple quand tu as démarré le fait d'aller marcher dehors, initialement c'était un peu pareil. Quand la première fois que je suis allé marcher, j'écoutais forcément un podcast tout le long de ma marche. Et après, j'ai un peu abandonné ça, où je faisais au moins 30 minutes, ou je sais plus comment c'était, on a enregistré, on en a parlé l'année dernière, je crois. Ouais, on en a plusieurs fois, ouais. Je faisais au moins 20 à 30 minutes sans rien du tout, pas de podcast, pas de musique. Et puis après, si je continuais de marcher, bah là, j'écoutais un peu un épisode ou un truc comme ça. Toi, dans ton cas, donc à part la marche, il y a d'autres choses que tu fais de manière régulière? Un des moments qui me repose le plus et qui est régulier, je dirais, la douche. Ça m'arrive de prendre des bains, mais tous les jours, je passe quand même pas mal de temps sous la douche. Je peux pas prendre une douche en 2 minutes, quoi. Il me faut 10 minutes, quart d'heure. C'est pas très bien pour la planète, hein. C'est un petit peu ma petite culpabilité là, mais ça me détend, ça me relaxe, ça me permet de penser un petit peu, mettre de l'ordre dans les pensées. C'est vraiment un moment très important pour moi. Marcher beaucoup, je veux dire, c'est très efficace. Pareil que toi, j'ai aussi la chance de pas être trop loin de la campagne, je suis pas en plein centre-ville. C'est assez facile de faire un petit tour en forêt. Étonnamment, ça peut m'arriver que du ménage, certains types de ménage, ce soit reposant. Il y a le côté déconnecter le cerveau en fait. Oui, exactement. Ouais. T'es pas concentré sur un truc, juste tu fais les choses de manière un peu automatique, puis en arrière-plan. Je vais pas dire tiens, je vais me reposer, je vais faire du ménage. C'est plutôt j'ai fait du ménage et je constate que je me suis reposé un petit peu en même temps, quoi. Tu te rends compte après, ouais. Sur le côté un peu être seul, mais le soir par exemple, dans la chambre, un petit peu allongé, à écouter un peu de musique, mais une ambiance un peu calme, ça je pense c'est des trucs qui me reposent pas mal, ouais. Ouais. La lecture, pas trop par contre. C'est peut-être un peu pareil que toi, parce que dans mes choix de livres, j'ai besoin plutôt de me concentrer dessus. Donc,
Comme conclusion un peu, ce que j'ai envie de dire en tout cas, se reposer, c'est bien. Et pour convaincre peut-être un peu les personnes qui décident, faire que les gens travaillent moins, c'est faire qu'ils travaillent mieux. Donc finalement, c'est plus rentable. Alors c'est un peu triste de devoir en arriver là, mais autant utiliser ces arguments qui touchent, de permettre aux gens d'avoir des meilleures conditions de vie en justement n'étant pas focalisés en permanence sur produire des choses, réaliser des choses, bah, ça leur permet paradoxalement de le faire mieux et du coup bah, c'est plus rentable. Et peut-être pour les individus d'accepter le fait que ne rien faire, c'est pas forcément quelque chose dont on devrait se sentir coupable et que ça nous vient d'un côté historique de la Renaissance où on associait le fait de faire des choses à gagner de l'argent et de gagner de l'argent au fait de se sortir de ses problèmes. C'était une vision à l'époque, mais aujourd'hui elle est peut-être un peu faussée, spécialement par rapport à ses loisirs. En faisant des choses pour ses loisirs, on va pas gagner de l'argent pour résoudre ses problèmes. Donc est-ce qu'on a absolument besoin de passer son temps à faire du pain parce qu'il faut absolument faire des choses? Ben non, peut-être qu'on peut juste être avachi dans son canapé, ça marche très bien. Je pense que tu as bien résumé la situation. Comme tu dis, c'est un peu triste d'en arriver au point de dire reposez-vous, comme ça vous serez plus productif. Enfin, laissez les gens se reposer, comme ça ils seront plus productifs. Mais c'est vrai. Donc, et puis c'est un peu potentiellement le cheval de Troie qui fera qu'il y aura une vraie réflexion sur tout ça. Il faut attaquer là où ça fait plaisir au capitalisme, quoi. Tout à fait. Sur un point de vue avantages généraux, vous êtes coincé sur un problème que vous n'arrivez pas à résoudre depuis longtemps, ben, reposez-vous. Peut-être que vous allez pouvoir faire des liens que vous ne faisiez pas autrement. Vous voulez apprendre de manière efficace, ben, il ne faut pas réviser 8 heures par jour pendant les 2 jours avant des tests ou ce genre de choses-là. Ben non, reposez-vous avant et dispersez un petit peu tout ça. On apprendra mieux, on retient mieux les choses. Vous voulez vivre plus longtemps et en meilleure santé, reposez-vous. Pareil. Une des bonnes causes de mortalité, enfin en tout cas qui augmente la mortalité, c'est justement le stress, la pression cardiaque et ce genre de choses-là. Et le fait de ne pas se reposer, ben, ça augmente ses risques. Le repos, c'est bien à tous les points de vue. Se reposer, ça veut pas dire absolument ne rien faire 16 heures par jour. C'est juste de temps en temps prendre un break quand même. Si des personnes veulent essayer, le plus efficace, c'est peut-être de le faire au milieu de la journée, de prendre un quart d'heure, 20 minutes pour aller marcher au milieu de la journée. J'ai eu cette impression-là, en tout cas, quand donc, je disais juste avant que oui, à un moment donné, j'allais dans un espace de coworking, donc je marchais matin et soir. Après, j'ai arrêté d'aller dans cet espace de coworking et du coup, par contre, j'allais marcher au milieu de ma journée. J'ai l'impression que je voyais plus de différence parce que le matin, j'avais travaillé, j'avais ce break et je me rendais compte que l'après-midi, j'arrivais à travailler aussi bien. Et je pense que c'est presque la meilleure porte d'entrée, d'essayer de prendre, après manger, 15 minutes, d'aller marcher. Ou même 5, hein, on peut déjà commencer par 5. Bien sûr, c'est déjà suffisant dans beaucoup de cas, sans musique, sans podcast, juste le tour du pâté de maison et revenir et voir si ça change quelque chose. Quand vous pouvez pas forcément vous absenter de votre place de travail, parce que voilà, du point de vue des employeurs, c'est pas forcément évident non plus, juste de vous lever pour aller chercher des feuilles dans l'imprimante qui est à côté, c'est déjà ça de gagner, c'est vraiment des tout petits trucs. D'aller emprunter un stylo à un ou une collègue, c'est des petites excuses pour au moins faire des micro-pauses, c'est toujours ça de gagner. Et après, j'espère même que vous pourrez recommander ce podcast et les autres liens qu'on va mettre dans les notes pour avoir des sources scientifiques qui prouvent que effectivement se tuer à la tâche, c'est contre-productif. J'espère que ça pourra aider. C'était un peu un épisode exploratoire aussi. Je peux en parler dans le sens où c'est une démarche que j'essaye d'avoir. Donc c'est un peu cette démarche-là et j'ai pas de conclusion encore parce que je suis encore dedans. Bien dedans même. Même pour moi qui peut donner l'impression de « Oh, c'est bien, il se repose et tout ». Oui, non, bah, c'est un travail de tout instant. Hein, Oui. C'est pas toujours facile. C'est pas toujours facile de le faire sans culpabilité non plus. Ça, c'est le plus dur, je pense, encore.
C'est marrant, j'ai commencé un peu les thés, bon alors sur des thés parfumés avant de vraiment découvrir les thés, tout seul quoi. Après, grâce à toi, je suis parti sur des plutôt Darjeeling de printemps, voilà. Hmm. Ensuite, j'ai eu toute une période oolong parce que j'ai découvert un ou deux oolong et je trouvais que ça avait beaucoup de goût, donc j'ai continué un peu là-dessus sur les variations. Puis là, tout d'un coup, j'avais envie de thé vert, donc j'ai acheté plein de thé vert. Envie de changer. Ouais, c'est ma période thé vert, je pense. Mais d'ailleurs, à propos de Darjeeling de printemps, vu qu'on va entrer dans le printemps, je me note de passer une commande, je pense, parce que ça manque un peu, à vrai dire. Ah, oh là là, les mots, c'est dur. Aujourd'hui, les mots, c'est dur, apparemment.